Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous avons parlé du prix de l'électricité, nous avons parlé du prix de l'eau, nous allons parler maintenant de la réforme des retraites, puisque, ça y est, nous entrons dans le vif du sujet. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux, les représentants des syndicats de salariés et des syndicats patronaux, à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites qui aura lieu le 23 janvier en Conseil des ministres. Et ensuite, nous serons encore plus plongés dans cette réforme des retraites. Les syndicats salariés rejettent tous en bloc le projet de l'exécutif. Ces 2 derniers jours de discussion permettront-ils de rapprocher certaines positions? Nous allons voir. Nous allons dans tous les cas commencer un nouveau débat, ouvrir un nouveau débat sur cette réforme des retraites. Nous l'avons déjà fait et nous le ferons encore. La réforme des retraites est-elle nécessaire? C'est une question que tout le monde se pose. Il y a des sondages qui sortent ici ou là pour nous expliquer ce que pensent les Français. Nous allons y revenir, mais je voudrais d'abord présenter nos invités. Marie Lebec, qui est députée La République En Marche, enfin Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pierre Garnaudier, qui est secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires. Bonjour. Et puis Serge Guérin, qui va venir nous rejoindre, qui a un tout petit peu de retard, qui est sociologue, que l'on connaît bien, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société, parce que l'un des sujets de cette réforme des retraites, c'est évidemment l'emploi des seniors. Il y a d'autres sujets, les carrières longues, les carrières hachées, l'emploi et les retraites des femmes, à taux plein ou pas. Il y a beaucoup de sujets autour de cette réforme des retraites. Il n'y a pas que l'âge légal de départ à la retraite, ni la durée de cotisation. Il y a parallèlement à cette réforme, encore une fois, de nombreux sujets à aborder. Moi, j'ai une première question. D'abord, je regarde ce sondage, le dernier en date, sondage Harris pour RTL. 44% des Français sont pour cette réforme, 54% contre, 2% ne se prononcent pas, 53%, parce qu'il y a un paradoxe, 53% pensent que cette réforme doit être menée de manière prioritaire. Alors, à la fois, les Français sont contre cette réforme, majoritairement, et en même temps pensent que cette réforme doit être menée de manière prioritaire. C'est assez curieux, mais c'est très français. Bien, objectif de la réforme, Marie Lebec, vous allez me dire si je me trompe ou pas, équilibrer le financement et augmenter la retraite minimale, c'est cela ? Alors, c'est effectivement l'équilibre du financement qui est un point important, puisque ce qui est inscrit déjà depuis le mandat précédent par le président de la République et qu'on veut porter à l'occasion de ce mandat-là, c'est finalement de préserver notre modèle par répartition. Et on voit bien les évolutions démographiques font que du coup, on va vers une forme de déséquilibre. Et par rapport au sondage, moi, ça ne m'étonne pas, parce que fondamentalement, la question de la retraite, c'est la question aussi de notre fin de vie. Comment est-ce qu'on va gérer la suite finalement de l'après-carrière professionnelle, et donc ça suscite légitimement, je crois, toujours des inquiétudes qu'il faut savoir entendre. Donc vous dites équilibrer le financement, il y a besoin d'équilibre du financement, et augmenter aussi, c'est une possibilité, c'est augmenter la retraite minimale. Hein, absolument. Parce que vous ne dites pas trop ça. Non mais c'est le président de la République s'était engagé, Elisabeth Borne l'a rappelé ce matin en disant effectivement on veut travailler aussi sur, au niveau de la pension minimale, l'amélioration de son... À 1200 euros pour le minimum vieillesse, quoi. Exactement, et ça fait partie des différents critères. Il y en a d'autres, vous l'avez souligné à l'occasion de votre introduction, c'est pas seulement une question d'âge et une question d'équilibre. Il y a tout un tas de questions autour de la question de la retraite qui sont amenées à être posées, et dans ce projet de réforme, on veut également travailler sur l'amélioration de la retraite minimale. Vous êtes foncièrement opposé à ce projet de réforme, Pierre Garnaudier. Pourquoi ? Déjà, le 1200 euros, c'est pas le minimum vieillesse. Hein. 1200 euros, c'est la pension minimale de retraite pour une carrière complète. Pour une carrière complète, oui, attention. C'est vrai, vous avez Moi, raison. je suis le secrétaire du comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires. Oui. Moi, qu'est-ce que je vois ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des camarades, on croise des gens devant les agences Pôle emploi qui ont 58, 59, 60 ans et qui ne sont pas au travail et qui ne retourneront jamais au travail. Et ça, c'est plus de 50% des plus de 60 ans.
C'est une grosse réalité dans notre pays. Et ce qu'on voit, c'est que déjà en 2010, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans a provoqué une augmentation du nombre d'allocataires du RSA de plus de 60 ans de 175%. Voilà, donc on a déjà les conséquences. Donc ça, on le dit. J'ai vu les chiffres d'Agir Arco qui dit 11,5% des nouveaux retraités étaient au chômage. Et ça va aller en grandissant. Et ça va aller en grandissant. Cette proportion-là ne va faire qu'augmenter avec le temps. Donc ici, on a besoin d'une réforme. Mais c'est bien pour ça que les Français, ils sont pour qu'il y ait une réforme. Il faut une réforme des retraites. Mais la réforme des retraites, c'est celle qui correspond aujourd'hui à la réalité du travail dans ce pays. Et la réalité du travail dans ce pays, c'est que passé 55, 60 ans, eh ben, on n'est plus au travail, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est au chômage. Donc et quand on voit, juste terminer là-dessus, quand on voit les réformes du gouvernement, les travailleurs qui sont le plus éloignés de l'emploi et ceux qu'on a le plus de mal à accompagner au retour à l'emploi, sont les seniors. C'est justement eux. Donc ce sont les seniors. C'est donc pour vous un aspect clé de la réforme des retraites. Il faut avancer l'âge légal du départ à la retraite. Il faut avancer l'âge légal du départ à la retraite. Il faut l'avancer, non pas le reculer. 60 ans pour à 60 ans, 55 ans pour les carrières pénibles. Mais en quoi ça va donner du travail aux seniors ? Ah non, mais je vous pose simplement la question. Nous, la politique de l'emploi à tout prix, c'est non. Je veux dire, le taux d'emploi, il peut augmenter, mais le nombre de chômeurs, lui, il augmente aussi. C'est ça le paradoxe qu'on a aujourd'hui. Hein. Il y a les chiffres du chômage qui sortent, mais le taux d'emploi, il augmente, le nombre de chômeurs reste stable. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de plus en plus de travailleurs qui travaillent. Les jeunes, on commence de plus en plus tôt, et les seniors partent de plus en plus tard à la retraite. Donc ça, il faut égaliser. Voilà, il faut égaliser, il faut partir plus tôt à la retraite, à 60, à 55 ans. Et commencer à travailler moins jeune. Et travailler moins jeune, oui, tout à fait. Voilà. Commencer à travailler moins jeune. Ce que le gouvernement il est en train de faire sur faire travailler les jeunes dès 14-15 ans avec des stages, c'est tout bonnement scandaleux. Il faut partager le temps de travail entre tout le monde. Mais oui, je m'attarde juste, mais l'apprentissage... Ce n'est pas scandaleux, c'est l'apprentissage à 16 ans. Non, mais je parle de ceux qui travaillent très jeunes, ou l'alternance à 16 ans, c'est pas scandaleux. C'est utile, c'est indispensable. Oui, ça peut pas être la seule politique de l'emploi menée par le gouvernement. Non, Marie Lebec. Déjà, c'est pas, de revenir sur le sujet, c'est pas une politique de l'emploi, ça fait partie effectivement des outils de la formation. Et si ça marche aussi bien, c'est que à la fois les jeunes et les entreprises y trouvent leur compte. Les jeunes parce que c'est une première expérience professionnelle dans le cadre de leurs études, ça permet aussi de confirmer le choix d'une orientation professionnelle. Et les entreprises, ça les permet aussi de les former à des nouvelles méthodes de travail ou à des méthodes de travail tout simplement dont elles ont besoin. Donc c'est pas une politique de l'emploi, c'est plutôt une politique de la formation et qui marche plutôt bien au vu des très bons résultats qu'on a ces dernières années sur la question de l'apprentissage. Moi, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai enjeu sur la politique des seniors. Mais c'est vrai que sur la question de l'emploi des seniors et effectivement à partir de 55 ans, comment est-ce que vous faites pour gérer la fin de carrière ? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour accompagner les seniors et ce à quoi aspirent les seniors dans le cadre du travail. Mais c'est aussi l'intérêt à la fois de cette réforme des retraites et à la fois de la réforme combinée avec ce que l'on fait en termes de notre politique d'emploi. C'est-à-dire de dire, cette réforme des retraites, c'est pas juste une question d'âge comme parfois on essaye de nous le faire croire ou de nous le présenter. C'est une question qui transcende beaucoup plus parce qu'elle traverse toute la carrière. Lebec, mais pardon, c'est pas une question d'âge, mais enfin le président de la République ou même les élus de la majorité parlent sans arrêt de l'âge de départ, de l'âge légal, en parlant de 64 ou 65 ans. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques Bourdin, mais pourquoi on parle de ça ? Parce que la question de l'âge, comme la question de quel sera votre niveau de pension, qu'est-ce que vous allez recevoir dans votre retraite, est un critère important pour nos concitoyens et qu'il est important d'en parler. Mais quand on parle de la réforme des retraites, et c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne tout à l'heure, et c'est aussi l'objet de la discussion avec les partenaires sociaux, c'est que l'âge, c'est un des paramètres de cette réforme qui est important, mais ce n'est pas le seul. Comme la durée de cotisation. Comme la durée de cotisation, comme la question de la pension minimale, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a la question des carrières pénibles, il y a la question des carrières longues, il y a la question de l'emploi des seniors, parce que vous n'êtes pas... vous pouvez être malade, vous pouvez être effectivement... avoir une carrière hachée. Vous pouvez aussi avoir du mal à retrouver... Je vais revenir sur les seniors, sur les carrières hachées, sur les carrières longues, mais je voudrais... c'est clair maintenant. On comprend très bien, hein, et d'ailleurs, c'est pas nouveau, mais on comprend très bien. Vous êtes pour un âge de départ à la retraite à 60 ans.
ou 61 ou 62 ans. Je sais qu'à gauche, on est un peu partagé. Hein. Les socialistes sont sur 62, certains sur 60 ans. Vous êtes sur 60 ans. Sur 60 ans, et le niveau des pensions. Hein, parce que la véritable attaque, et ça faut le dire, hein, c'est non seulement on décale l'âge légal de départ à la retraite, mais surtout, un grand nombre de travailleurs auront des pensions qui seront très faibles. Parce qu'ils n'auront pas assez cotisé. Ambroise Croizat, il disait, on va mettre en place une assurance vieillesse parce que la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort. Là, aujourd'hui, on a 550 000 travailleurs qui, après la liquidation de leur retraite, travaillent. Tellement que le niveau des pensions sont faibles. Aujourd'hui, 550 000. Demain, combien ça sera ? Combien ça sera ? Là, on est au-delà de dimension comptable sur l'idée d'équilibre ou non. De l'argent dans ce pays, il y en a. Il y a un choix politique à faire. L'idée, c'est 85% du SMIC, on le disait tout à l'heure, pour une retraite minimale. Hein. C'est l'idée de la réforme. Oui, c'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne. Carrière complète, oui. C'est ce que rappelait Elisabeth Borne. Bon, mais je vais revenir là-dessus. Mais vous dites, notre système aujourd'hui est capable d'encaisser financièrement, est capable d'encaisser un départ à la retraite pour tous à 60 ans. Et s'il faut trouver des nouvelles sources de financement, dans ce pays, des richesses, il y en a. Donc on a des solutions de financement. Hein. Déjà arrêter les exonérations de cotisations sociales, où M. Gattaz, à l'époque, il se trimballait avec un pins exonérez-moi de cotisation, je vous crée 1 million d'emplois, maintenant c'est 6 millions. Les 6 millions d'emplois, on les attend toujours. Parce que si l'apprentissage, c'est pas une politique de l'emploi, en tout cas, c'est la seule mesure que le gouvernement a prise jusqu'ici pour créer des emplois. Et deuxièmement, les exonérations de cotisation, c'est ce qui troue le budget de notre protection sociale. Je veux dire, on peut pas venir nous expliquer aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre financier, alors que c'est eux qui ont mis le feu dans la baraque. Hein. Bien, c'est pas possible. Marie Lebec, vous, donc 60 ans pour la CGT. Vous, c'est 64 ou 65 ans, l'âge légal. Je vais pas passer l'heure sur l'âge, hein. On est bien d'accord, parce que c'est ce débat qui emporte tout le reste, alors qu'il y a tellement de choses dans cette réforme. Et il y a amplifié la réforme Touraine, pardon. Oui. Hein. C'est 65 ans aujourd'hui, mais après-demain et après-demain, ce sera plus. Hein. Alors, c'est progressif. Hein. Je rappelle que c'est une progression de 3 mois en 3 mois ou 4 mois en 4 mois. Enfin, bon. Oui, ça c'est la réforme, c'est l'application de la réforme Touraine et qui va nous impacter. Mais Elisabeth Borne a rappelé un certain nombre de critères ce matin, notamment le maintien des 43 annuités, notamment le solde, la liquidation de votre retraite qui n'ira pas au-delà de 67 ans, qui est l'âge aujourd'hui qui vous permet d'être éligible à votre retraite à tout plein, même si vous avez une carrière hachée. Et moi, sur les 64 ou 65 ans, il y a l'engagement du président de la République. Elisabeth Borne a dit il n'y a pas de totem sur le sujet. Je ne sais pas exactement quel est l'état des discussions aujourd'hui avec les partenaires sociaux et politiques. Pardon, hein, Marie Lebec, ne nous cachons pas la vérité. Si vous êtes à 64 ans, c'est pour attirer à vous les députés LR. Mais on verra. Ce que je veux dire, pour c'est obtenir qu'on une verra majorité à l'Assemblée. la semaine prochaine. Les choses. Non, mais dans les débats, moi j'aime bien, vous savez, j'aime bien que les choses soient dites clairement. Non, mais je veux dire, je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin dans le secret des dieux sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a un certain nombre de paradigmes qui peuvent évoluer. La Première ministre, avec Olivier Dussopt, présenteront le projet de loi la semaine prochaine et feront une proposition. Et puis ensuite, encore une fois, ça ne fiche pas le débat puisqu'il y a le deuxième temps, c'est dans les deux chambres, Assemblée et Sénat, des discussions qui auront lieu et qui amèneront peut-être un certain nombre d'évolutions. Il faut voir, c'est une réforme qui est à la fois ambitieuse, c'est aussi une réforme qui est compliquée parce que elle nécessite de trouver le juste équilibre. Et donc, quand on modifie un des paramètres de cette réforme, il faut aussi trouver les sources de financement. Bien, Serge Guérin nous a rejoint, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Je vais revenir sur l'emploi des seniors. Nous allons parler encore une fois des carrières longues, des carrières hachées. Nous allons confronter les points de vue. Vous ferez une idée. Vous pouvez intervenir, vous le savez. 0826 300 300. Merci. 11h17. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h20, nous parlons de cette fameuse réforme des retraites. Alors au-delà des postures politiciennes des uns ou des autres, ce qui nous intéresse c'est le concret. Et nous sommes dans le concret avec nos invités Marie Lebec, qui est députée Renaissance des Yvelines, Pierre Garnaudier, secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires, et Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement. Un mot avant de parler des
Senior, un mot sur le financement. Franchement, le statu quo aujourd'hui, au niveau comptable, est-il impossible, Marie Lebec? Il est impossible et je pense qu'il n'est pas spécialement sain. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que le système, notre système de retraite est en danger si la réforme n'est pas faite? Oui, parce que ce qu'on considère, c'est que déjà, on s'appuie quand même sur les analyses du Conseil d'orientation des retraites, oui, qu'on appelle le COR, et qui nous donne. Et effectivement, le COR a des analyses qui évoluent en fonction de la situation dans laquelle on se positionne. Je m'arrête puisque vous faites allusion au COR. Le système serait déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années, dit le COR, de moins 20 millions, perte de 20 millions dans 10 ans. Donc il y a urgence sans vraiment... Non mais moi je crois que ça fait partie des éléments fondamentaux parce qu'aujourd'hui en tout cas... une urgence moyenne, non, mais, si j'ai bien compris. D'une, on veut un système qui soit à l'équilibre, je crois que c'est sain dans la gestion des dépenses publiques. Et ensuite la deuxième chose c'est que beaucoup la gestion des dépenses publiques, les systèmes à l'équilibre, Marie Lebec, vous me direz où ça existe. Parce que, non mais ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous travaillons et donc la question des retraites doit être un sujet. Mais aussi parce que si on veut préserver le modèle par répartition, il faut que chacun y trouve son compte. Si vous interrogez aujourd'hui, moi j'ai 32 ans, des jeunes de ma génération, de ma tranche d'âge, beaucoup aujourd'hui ne croient plus au modèle par répartition, ne le comprennent plus, ni adhèrent plus. Non, parce qu'ils ont l'intime conviction que de toute façon le système aura fait faillite d'ici là. Et donc la répartition, elle fonctionne par solidarité entre les générations. Nous travaillons pour actuellement payer la retraite de nos seniors, contrairement à ce que beaucoup disent, où ils pensent qu'ils travaillent et que c'est comme ça qu'ils payent leur retraite. Mais c'est pas exactement comme ça. Et je crois que cette réforme, elle est nécessaire parce que justement, elle permet de rappeler à chacun que nous dépendons de cette solidarité et de cet effort collectif qui est fait pour que ce système soit pérenne et perdure. Nous avons fait le choix avec le président de la République de préserver ce modèle de la répartition. Donc l'idée, c'est préserver la réforme, le système. Elle est indispensable. Est-ce que vous dans la majorité, il y avait des députés qui avaient le don d'omniscience? Ça, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. C'est-à-dire? Bah non, mais les jeunes de 32 ans, non mais comment vous pouvez dire ça? Vous faites de la politique en disant j'ai interrogé tous les jeunes de 32 ans dans la rue et ils m'ont tous dit... Vous n'avez pas interrogé tous les travailleurs précaires. C'est ouf de dire ça. Pardon, excusez-moi de croiser du monde aussi de ma génération. Si les jeunes aujourd'hui ne croient plus en leur système de retraite, c'est parce qu'ils pensent que des retraites, ils n'en auront pas, parce qu'avant, vous aurez tout cassé. C'est pas du tout parce qu'ils croient pas en système. Ils pensent qu'une retraite, ils n'en auront pas. Et ils ont bien raison, parce que votre réforme fait que, effectivement, ils n'auront pas de retraite. C'est lunaire de m'entendre dire que je ne croise personne et que je ne discute avec personne. Je ne pense pas que vous soyez plus éligible que moi à un point de vue. Oui. Alors attendez, je crois qu'il faut relativiser tout ça. Hein. On est bien d'accord entre l'un et l'autre. Les jeunes de 30 ans, personne n'est le porte-parole des jeunes de 30 ans. D'abord, première chose. Et deuxièmement, sait-on exactement ce que pensent tous les jeunes de 30 ans? Parce qu'ils pensent tous de manière sans doute très différentes les uns des autres, en fonction de tant de critères. Bon, oui, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça comme argument d'autorité. Qu'est-ce que vous vouliez? Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire autre chose? Sur les financements, sur le financement, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'urgence, vous l'avez dit. Oui. Il n'y a pas d'urgence. Deux, s'il faut trouver des nouvelles sources de financement, mais il faut y aller. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ça rapporte des milliards. L'arrêt des exonérations de cotisations sociales, déjà la précédente réforme, celle de retraite à points, que le gouvernement a abandonné. Les travailleurs de l'INSEE avaient sorti des études démontrant que le déficit, s'il y a déficit dans le futur, c'est pour une seule raison, c'est parce que l'État ne compense plus les exonérations de cotisations sociales et depuis le 1er janvier 2019, l'État a arrêté, lui, de compenser les exonérations et a renvoyé ça sur le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est la sécurité sociale qui compense des exonérations de cotisations sociales qui sont décidées par le gouvernement. Voilà, il y a cette idée de panier percé. Le panier percé, déjà, on comble le trou, ça arrête de descendre de l'argent. Et ensuite, effectivement, il faut augmenter les cotisations, il faut augmenter les salaires. Et là, l'équilibre, on peut même, encore une fois, avancer l'âge légal et augmenter le niveau des pensions. Oui, augmenter les salaires et les cotisations, c'est facile à dire. Plus difficile à faire. Mais bon, il n'y a pas la volonté politique. Serge Guérin. Alors, est-ce que, avant de parler des seniors, est-ce que cette réforme vous paraît financièrement indispensable? Cette réforme, elle est super intéressante parce qu'elle va au cœur de nos contradictions.
de notre manière d'être. On a bien vu la querelle entre les trentenaires. Je ne suis pas trentenaire. Oui, moi non plus. Mais malheureusement. Oui, malheureusement d'une certaine manière. Mais l'élément premier, c'est en effet, ça a été rappelé, c'est vraiment dans le cœur, Conseil national de résistance, ainsi de suite. C'est un élément qui était très très demandé. À l'époque, c'était 65 ans. Oui. Et je rappelle juste. CNR, c'était 65 ans, le Conseil national de la résistance. Je rappelle qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 67 ans et demi. Oui. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est au-delà de 80 ans, et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a une augmentation de l'espérance de vie, c'est tout ce programme-là. Pas seulement les retraites, mais c'est la qualité de vie au travail, ainsi de suite. Bien sûr, voilà. Donc, il faut l'intégrer. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation, parce que simplement, et puis à l'époque, il y avait 3 millions de retraités. Aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités. Donc, faut aussi, voilà. Donc, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes situations. Donc, je crois qu'il faut quand même le prendre en compte. Mais on voit bien que c'est très, très fort pour les gens. C'est très très important pour les gens. D'ailleurs, il y a une grosse question, c'est pourquoi en France, d'ailleurs plus qu'ailleurs, les gens ont envie que ça s'arrête très tôt, leur travail. C'est-à-dire que c'est aussi le rapport au travail, c'est aussi peut-être la quête de sens, c'est aussi les problématiques de sens qu'il y a autour du travail. Puis l'autre élément, c'est qu'il y a aussi les problématiques autour de la prévention. C'est-à-dire qu'on souffre fortement pour un certain nombre de personnes, difficultés, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a aussi tous les enjeux autour de la QVT, qualité de vie au travail, tout ce qui est prévention. Alors j'ai une autre casquette, je préside une agence des médecines complémentaires adaptées où on travaille beaucoup sur ces questions de prévention. Parce que plus on agit, et d'ailleurs on va faire une sorte d'appel aux dons autour de ces questions-là pour dire aux gens, il faut aider, il faut faire en sorte qu'on accompagne mieux, par exemple les salariés, tout au long de leur vie professionnelle. Parce que si on les accompagne mieux, d'abord ils sont moins malades, d'abord ils vivent plus longtemps en meilleure qualité, et ainsi de suite. Donc on a toutes ces questions-là. C'est-à-dire que le problème des retraites, c'est qu'on se focalise sur la fin de l'histoire, alors que l'histoire, elle est suis d'accord avec vous. Et c'est ça qui m'ennuie. Et comme à chaque fois on est sur le fétichisme des chiffres, 65, 62, 60. Mais d'abord, les personnes ne sont pas toutes les mêmes dans la même situation. Oui. Voilà. L'espérance de vie, il y a entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, pour les hommes, il y a 13 ans d'écart. Donc évidemment, les représentations ne sont pas les mêmes. Donc selon vous et moi, par exemple, on a plutôt des vies assez privilégiées. Bien sûr. Donc, du coup, vous travaillez plus longtemps. D'ailleurs, moi j'ai dépassé 65 ans. Ça ne se voit pas. Non, mais n'empêche que on n'est pas le problème. Donc, selon les personnes, on est aussi face à tout cela. Donc je crois que vraiment, il faut essayer d'intégrer ça. Et l'autre élément, c'est que aussi, on a toujours l'impression, oui, la retraite, c'est un don social, ainsi de suite. Attention, je rappelle qu'on les cotise d'abord. Donc le gros de la facture, c'est pas l'État qui est gentil avec les gens. C'est nous qui avons cotisé toute notre vie en amont. Donc c'est aussi, donc il y a quelque chose aussi de très important. Donc quand on compte toutes les dépenses sociales, celles-ci, il faut pas les compter d'une certaine manière. C'est juste des dépenses sociales décalées. Donc il y a tout ça à refaire un petit peu de pédagogie autour de tout ça. Et derrière tout ça, c'est quoi la qualité du travail, c'est quoi le sens du travail, et pourquoi je m'y retrouve ou je m'y retrouve pas. C'est ça qu'il y a derrière. Je trouve que on se focalise sur cette question des retraites plutôt que se focaliser sur la question de pourquoi je travaille, comment je travaille. Une réforme, oui, c'est ce que vous dites, mais il faut absolument qu'elle soit accompagnée par ces réflexions autour effectivement du sens du travail, autour des carrières longues, autour des carrières hachées, et autour du travail des seniors. Autour du travail des seniors, autour du travail des femmes aussi. Des femmes, oui, bien sûr. Mais lorsque je parle de carrière hachée, je pense souvent aux femmes. C'est d'abord les femmes. Parce que ce sont d'abord les femmes qui souffrent de cela, avant les hommes. Mais si on prend tout ça, du coup, on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres choses à faire? Est-ce que, encore une fois, je reviens sur ces enjeux de prévention, est-ce qu'en travaillant en amont sur ces questions-là, tout au long de la vie, alors c'est l'activité physique adaptée, c'est une meilleure qualité de nutrition, c'est la réflexion autour de tout ça, c'est tout ce qui est médecine complémentaire. Il y a plein d'éléments autour de ça. Est-ce que c'est aussi travailler sur le sens? Pourquoi il y a autant de gens qui trouvent aucun sens à leur activité professionnelle? Pourquoi il y a autant de gens qui ont l'impression de ne pas être utiles? Je rappelle d'ailleurs qu'on peut être utile et qui donc, quand on ne travaille pas. Quand elles n'ont pas de sens à leur activité professionnelle, n'ont qu'un espoir, c'est arriver à la retraite, quoi. C'est ça. Il y a et vite. Et vite. Le vivement à la retraite. Vivement la retraite. Et là aussi, je vais être un peu déceptif. Le vivement à la retraite. Oui, le vivement. Sauf qu'il y a plein de gens qui sont à la retraite, ils sont pas si joyeux que ça. Ben non. D'abord parce que le passage. Et non, nous en connaissons tous. Et pas. Alors, quel que soit l'âge, 60, 62, 65 ou autre. Oui, c'est pas une question d'âge. Tous les gérontologues vous diront, il y a un problème, c'est quand on passe à la retraite, pour plein de gens, c'est un moment hyper difficile. Donc il y a aussi ces problèmes. Il y a aussi cet aspect-là. Peut-être aussi penser à des formes de retraite progressive. Dans les années 80, ça nous rajeunit pas. Donc encourager peut-être. Parlait déjà encourager le cumul emploi-retraite. Oui, retraite à la carte, progressive, ainsi de suite. Il y a plein de choses à inventer autour de ça. Dans des métiers de sens ou des métiers où on va transmettre des choses. Je commence et vers 55, 60, 65, je commence aussi peut-être à travailler un peu moins et peut-être à passer le relais à d'autres.
ce qu'on appelait les contrats de génération sous Hollande, que c'est un échec total, mais n'empêche que il y avait une idée géniale derrière. C'était une idée, progressivement, j'y vais. Pourquoi j'ai travaillé dans des grosses boîtes et pourquoi dans des PME, par exemple, qui ont encore plus de mal à recruter? Pourquoi, par exemple, 3 PME peuvent pas s'organiser entre elles pour employer une personne? Parce que elles n'ont pas nécessairement besoin de 100%. Ça existe déjà. Il y a le portage salarial quand même qui permet. Non, mais pardon. Ce que je veux dire, c'est que il y a certainement encore. Vous avez raison. On peut pas être en désaccord avec votre analyse. Il y a notamment la question de la préparation de la retraite tout au long de la vie. Et la réalité, c'est que les gens sont préoccupés parce qu'aujourd'hui le système est extrêmement complexe et donc ils attendent généralement les 5 ans ou 10 ans peut-être avant, peut-être moins, mais avant leur retraite pour commencer à se préoccuper et puis s'apercevoir que effectivement il y a la question financière qui est un enjeu et un sujet important, et puis il y a la question de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère sa fin de carrière, qu'est-ce qu'on veut apporter à la société, quelle que soit sa forme. Qu'est-ce qu'on va faire après à la retraite fondamentalement. Et il y a aussi effectivement le cumul emploi-retraite aussi qui fait partie. 33 ans, c'est super, très bien. Mais je rappelle que l'avenir, c'est pas vous. L'avenir, c'est les vieux. Parce que la hausse de la démographie, ça passe par le haut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 17 millions de personnes à la retraite et 28 millions de personnes dans l'activité professionnelle. 2050, on aura toujours à peu près 28 millions de personnes en activité professionnelle. On aura 23 millions de personnes à la retraite. Les réalités, elles sont là. Les réalités, elles sont ni de gauche ni de droite par rapport à ça. C'est comment on fait. Et vous parliez d'Ambroise Croizat, et donc le fondateur technique, c'était Pierre Laroque, de la Sécurité sociale. Et Pierre Laroque, dans les années 62, déjà il dit attention, on a oublié un truc. Il n'a pas dit comme ça. Il a fait un rapport en disant attention, on a oublié la question du vieillissement. Et à l'époque, on s'en est pas préoccupé. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes réalités. Quand on a constitué les retraites, il y avait à peu près 4 personnes qui travaillaient pour une personne qui était à la retraite. Aujourd'hui, on a à peu près 1,7 qui travaille pour une personne à la retraite. Et demain, c'est plutôt 1,5, 1,2. Donc il y a des réalités, donc il faut le prendre en compte. Après, on n'est pas forcé de le faire de manière bête et méchante, ça va être tel âge et ainsi de suite. On peut le faire peut-être de manière plus intelligente, plus progressive, et en intégrant les réalités des personnes. Bien, il est 11h32, une pause et nous poursuivons. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, cette réforme des retraites. Marie Lebec est avec nous, députée Renaissance des Yvelines, Pierre Garnaudier, secrétaire du Comité national CGT des privés d'emploi et des précaires, et Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement. Il est 11h35. Et puis avec nous aussi Sabine, qui est dans l'Hérault, qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Sabine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Quel est votre avis sur cette réforme des retraites, Sabine ? Alors, la réforme des retraites. Alors, je suis fonctionnaire territorial depuis 20 ans. J'ai travaillé dans le privé une dizaine d'années, ça m'a bousillé. Donc, je suis travailleur handicapé depuis maintenant 22 ans. Oui. Je vois même pas le bout du tunnel et je vois même pas comment je pourrais continuer jusqu'à 65 ans, déjà dans un premier temps. Donc, cette réforme, elle nous concerne. On n'est pas consulté. On nous demande rien. On va décider pour notre vie à nous. J'ai pas envie d'aller randonner en déambulateur dans 30 ans. Vous avez quel âge? Non, mais dans 30 ans, vu votre âge, Sabine, vous êtes à l'abri de cela. Mais Sabine, vous avez déjà pensé calculer le montant de votre future retraite? Tout à fait. Actuellement, je suis à 1 200 €, donc j'aurai pas plus que le minimum qu'on va me donner. Oui. Parce que le privé me plombe un peu au niveau de la fonction publique, donc il faut savoir qu'il y a quand même des calculs qui sont plus ou moins avantageux, mais ça on ne sait pas. Écoutez, moi le calcul il est à 1 208 € pour l'instant. Si je me projette à 62 ans, que je pourrais prendre ma retraite à 62 parce que j'ai commencé jeune, en apprentissage, à 14 ans. Mais par contre, j'ai appris que pendant les réformes des retraites, déjà tout ce qu'on a fait au niveau l'été, les saisonniers, tout ça, ça va passer à l'as. Il y a pas mal de choses qui vont nous être sucrées. Donc ça recule. Et peut-être que dans 15 ans, on nous dira qu'il faut reculer à 70 ans parce que vous comprenez, il n'y a plus d'argent, on ne sait plus où aller. Donc je suis désolée, moi la retraite, j'en veux pas 65 ans. Je la veux dès que je l'ai méritée et je l'aurai travaillé pour ça. Bon, merci Sabine pour votre témoignage très franc, très direct, très honnête. Marie Lebec, les carrières hachées, d'abord non, puisque dans le cas de Sabine, c'est les carrières longues, puisque Sabine a commencé à travailler très jeune, à 14 ans. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans cette réforme? Alors, non, mais encore une fois, je suis désolé de laisser un peu ce suspense, mais on verra ce qui est annoncé. Non, mais d'une, c'est très compliqué de s'exprimer sur un cas particulier, et donc je vais pas rebondir sur de Sabine, mais et sur ce qui concerne ceux qui ont commencé très tôt. Sur ce qui concerne les carrières longues, je ne sais pas ce qui est dans le cadre de la négociation conduite avec les partenaires sociaux décidée à date, mais effectivement, ça fait partie des paramètres
cadre de la réforme, de prendre en compte ceux qui ont des carrières longues, ceux qui ont eu des carrières pénibles. Alors comment ça se matérialise après dans la réforme? On le verra dès la semaine prochaine, après la présentation du projet de loi par la par Première exemple, ministre. je vous coupe, Marie Lebec, est-ce que pour celui ou celle qui a commencé tôt, est-ce que c'est la durée de cotisation qui va primer? Je ne sais pas encore, parce que je veux dire, le sujet Puisque c'est... Non, mais Elisabeth Borne nous dit il n'y aura pas plus de 43 ans de cotisation. Ça fait partie Donc, des paramètres qu'elle a rappelé ce matin. 16 ans, exactement. plus 43, je calcule, 16 ans plus 43, 59 ans. Non mais les carrières longues, elles sont déjà prises en compte 14 ans, aujourd'hui oui. par... Je prends volontairement 16 ans, mais ça fait 57 Pardon, ans. les carrières longues, elles sont je déjà prises comprends en plus, compte moi. aujourd'hui. Oui. Elisabeth Borne a rappelé un certain nombre de critères qui sont intangibles à la réforme. Comment ensuite ça se matérialise? Je ne sais pas, il faut laisser la Première ministre présenter. Je voudrais peut-être juste dire un mot sur ce que Sabine disait aussi, sur la question de, effectivement, quand on a commencé à travailler tôt, aujourd'hui dans le système, si vous n'avez pas fait un certain nombre d'heures effectives dans le trimestre, vous n'avez pas de trimestres qui sont validés. Ça fait aussi peut-être partie des éléments sur lesquels on peut se pencher pour prendre en compte et valider ceux qui ont commencé à travailler avec des petits boulots d'été, par exemple, et que ça valide. Ça paraît logique, pardon, mais quand on commence à travailler à 16, 17 ou 18 ans, qu'on a des petits boulots d'été, comme vous dites, on ne peut pas avoir des trimestres complets. Absolument. On a là à la fois la carrière longue et la carrière hachée. Aussi. Donc peut-être qu'il faut prendre en compte ça dans la réforme des retraites. Non, mais parce absolument, que la prolongation à 64 ou 65 ans, c'est fait pour celui qui a eu une carrière linéaire et qui a commencé à travailler assez tard et qui donc pourrait pourquoi pas. Alors là, je me tourne vers vous, pourrait pourquoi pas travailler jusqu'à 64 ou 65 ans pour certains. Non. Mais Sabine, quand même, elle dit des choses intéressantes. Déjà, Sabine, elle dit qu'aujourd'hui, elle a une RQTH, liée très certainement à son travail. Donc, ce qui fait que déjà le travail, et c'est ce que vous disiez, le travail aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles il s'exerce, ça nuit à la santé, dans beaucoup de cas. Et que mais malheureusement, je voudrais pas que vous ayez toujours le regard. Le travail nuit à la santé. Non, je dis dans certains des cas. Oui. Et que pour certains, ça amène du coup même à s'éjecter de l'emploi. C'est-à-dire que j'arrive au chômage ou je sors du travail en lien avec mon état de santé. Donc c'est la question du sens au travail, c'est la question des conditions de travail, effectivement, sur lesquelles il faut travailler. Mais il y a quelque chose que Sabine, elle dit, et moi je trouve que c'est cette question-là qui est la plus importante et la plus intéressante, c'est celle de qui décide. Elle dit, c'est pas à l'État de décider pour nous. Et Sabine, elle a tout à fait raison. Ce n'est pas à l'État de décider pour nous. En tout cas, ce ne devrait pas être à l'État de décider pour nous. Ce sont les élus qui doivent décider. Ça devrait être, ou pas. Ça devrait être les élus des travailleurs eux-mêmes, tel que ça a été pensé au moment où le CNR a été mis en place, c'est-à-dire des représentants des salariés. Il faut qu'on regagne ces élections à la sécurité sociale. C'est aux organisations salariées de travailleurs de décider, parce que c'est la grande différence. Pas aux élus. Parce que c'est la grande différence entre ce qui relève de la protection sociale et d'un financement par les cotisations, de aide sociale de l'État financée par l'impôt. Cotisation sociale, c'est notre salaire. Donc c'est à nous de décider. Et pour reboucler la boucle, encore une fois, il y a des exonérations de cotisations sociales qui ont été décidées par l'État. Serge Guérin. Alors, on a deux sujets. On a le sujet du travail, on a le sujet des retraites, on a le sujet de qui décide. De la démocratie. Oui, exactement. Voilà. Bon, évacuons le sujet de la démocratie, qui décide, évacuons. Enfin, c'est pas le patron. Vous comprenez ce que je veux dire. Jusqu'en 68, c'était nous. Mais il y a quelque chose. Je suis d'accord, en 67, alors à quoi servent les élus? Et puis vous, les syndicats, pardonnez-moi, je vais être un peu dur, mais vous représentez qui aujourd'hui? C'est ça, le problème, c'est... Il y a des élections, je veux dire. Oui, non, mais il y a des élections. Comme pour les élus, malheureusement, de ce point de vue-là, on pourrait dire 0-0, la balle au centre. Voilà. La balle est au centre. Malheureusement, du côté syndicat comme du côté des élus, il y a un déficit de représentation. Et je dis bien malheureusement, parce qu'une démocratie, ça fonctionne justement quand il y a des corps constitués, y compris des corps intermédiaires. Une grande référence en sociologie, c'est Michel Crozier, qui a une formule, on ne change pas la société par décret. Que ça se décide pas comme ça d'en haut, ça marche pas. Donc il faut aussi que le tissu social, il intègre ça. Ça, on est d'accord, c'est la manière de gouverner de ce gouvernement, même de ses prédécesseurs. Je veux dire, il n'y a pas de sujet. Il y a une vision dernières années, assez longue. Il y a juste 3 mois de concertation qui viennent de passer, mais bon, visiblement, il était 49.3, mais peu importe. Mais non, mais arrêtez de refaire l'histoire. En tout cas, la question, c'est à la fois il y a des réalités.
économiques, sociales, démographiques qu'il faut prendre en compte. Et par ailleurs, on ne fait pas une réforme, on ne fait pas un changement très structurant contre la société. On l'a fait avec. Donc c'est aussi une question non seulement de pédagogie, mais d'écoute, de contribution, d'action, de mobilisation, y compris des gens qui disent mais moi, comment je peux y contribuer? Comment je ne peux pas y contribuer? On a entendu Sabine qui dit à un moment donné mais moi j'en peux plus parce qu'elle est dans une situation particulière et heureusement tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Mais derrière, c'est comment on arrive à faire une société qui trouve à partir d'un dissensus. La démocratie, c'est pas le consensus au départ. C'est normal qu'il y ait eu dissensus. Mais après, il faut trouver une réponse pacifique. Voilà, pas d'opposition, ainsi de suite. Qu'on trouve quelque chose qui permette de parce qu'il y a les salariés, mais il y a aussi les entreprises. Et puis ce que l'on disait tout à l'heure, j'ai l'impression que cette réforme, finalement, c'est le prolongement de toutes les réformes qui ont eu lieu. Il y a eu des réformes constantes, réforme des retraites, sans arrêt. Chaque gouvernement nous a pondu une réforme des retraites. C'est toujours pareil. Hein, on parle de l'argent et on parle de l'âge. Et voilà. Et on s'arrête là. Et on parle pas de transmission, on parle pas de prévention, on parle pas d'expérience, on parle pas de valoriser aussi les gens. C'est là où je regrette, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je regrette la réforme par points, qui était au moins intellectuellement très intéressant parce qu'elle permettait de réfléchir à notre système de retraite et à chacun d'entre nous de réfléchir au financement, à ce qu'on allait toucher à la retraite. Ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Je ne parle pas de Sabine qui elle a réfléchi, mais beaucoup de Français ne sont pas comme Sabine. Parce que Sabine s'inquiète, elle a réfléchi parce qu'elle s'inquiète. Elle sait qu'elle va toucher une toute petite retraite. En fait, les gens ils s'inquiètent. Ça va être le résultat de tout le monde. Où les gens s'inquiètent de leur pouvoir d'achat. Oui. Comment je vais m'en sortir avec ce qui me restera? Souvent, il y a une chute assez forte. Le syndrome dernier salaire, première pension est assez violent. Mais ils s'inquiètent aussi de ça va être quoi ma qualité de vie? Mais ma exactement. C'est pour ça que à la retraite. Et ces deux éléments je trouve ensemble. Que les politiques dans leur ensemble sont concentrés à la fois sur le financement et sur l'âge et oublient tout le reste. C'est ça le problème. Et le problème, c'est pour ça que les Français ne l'acceptent pas, peut-être aussi. En tout cas, ça y joue. Ou l'acceptent mal, cette réforme, ou se posent 1000 questions, ou sont prêts peut-être à la contester. Marie Lebec, vous ne croyez pas? Non, mais je suis pas totalement d'accord avec vous. Non, mais parce que effectivement, je crois que, vous avez raison sur l'inquiétude que génère une réforme des retraites, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous faites et comment se passe votre carrière, le passage de votre carrière professionnelle à votre carrière de retraité, on va dire, ou à votre vie de retraité, pour être plus exact dans les termes. Et je crois que c'est légitime. Et le cas de Sabine, il est honnêtement extrêmement minoritaire. Moi, je veux dire, pardon, je vais être encore accusée d'être omnisciente, mais je vois quand même un certain nombre de personnes venir à ma permanence parlementaire et qui ont l'air de totalement, ils sont arrivés à leur retraite et ils ont l'air de totalement découvrir en fait ce à quoi ils sont éligibles, ce à quoi ils ont le droit, et ça génère énormément de stress et d'inquiétude. Et donc, pourquoi on parle beaucoup de la question de l'âge et de la question du revenu que vous allez toucher en tant que retraité? Parce que ça fait partie des paramètres essentiels pour les gens. Quand vous arrêtez de travailler, effectivement, le passage dernier salaire, première pension de retraite, peut être un passage extrêmement compliqué, ne serait-ce que, sans parler d'émotion, que financièrement. Mais attendez, et donc, ça fait partie des éléments. Mais ce qu'il y avait de bien dans la précédente réforme, c'est qu'on était au courant en permanence de l'évolution de sa future retraite. Aujourd'hui, il faut attendre, comme le dit Serge Guérin, il faut attendre les 3 derniers mois pour qu'on commence à s'en préoccuper. Hein, et puis c'est tellement difficile. Le calcul est tellement difficile. Je suis totalement d'accord avec ça. Et aussi parce que les carrières ont énormément évolué par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Aujourd'hui, quand vous travaillez, il est très rare ceux qui font 100% de leur carrière en tant que salariés ou 100% de leur carrière en tant que libéraux ou agents de la fonction publique. Il est 11h47. Dernière pause et on se retrouve. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h49. Donc je voudrais quand même, puisque nous avons un spécialiste des seniors, nous dire combien il est important de prendre en compte le travail des seniors dans toute réforme des retraites. Serge Guérin. Alors, le travail des seniors, où est-ce qu'on en est en France? On a du retard par rapport à d'autres pays d'Europe, à beaucoup de pays d'Europe. J'aime pas trop les comparaisons, mais là je vais la faire tout de même. On a beaucoup de retard. Pourquoi? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la coercition, obliger les entreprises à faire travailler les seniors? Parce que les entreprises souvent s'en séparent, ça coûte cher, un senior. On préfère le pousser à la retraite, une pré-retraite ou le licencier. C'est vrai que c'est un des gros angles morts quand même de toute réforme de retraite, c'est de dire qu'il faut travailler plus longtemps et en même temps, les entreprises, de manière globale, ont tendance,
plutôt à les mettre de côté. Mais oui. Il y a un sujet où même, je me souviens d'une enquête que j'avais menée, où je me souviens, une personne m'avait dit, mais moi, vous comprenez, il y avait 53 ans, elle me disait, vous comprenez, moi, tous les matins quand j'arrive, on me dit, alors papy, c'est quand la retraite? Quand on entend un truc comme ça, il n'avait pas envie de continuer de travailler. Donc il y a aussi des réalités humaines derrière. Mais donc le fait qu'après un certain âge, vous avez peu de chances de progresser, et ainsi de suite. C'est ça les réalités. Et que par ailleurs, il y a seulement 56% des gens qui sont en activité au moment où ils prennent leur retraite. C'est-à-dire que les autres, on les a déjà mis de côté. Alors parfois c'est pour raisons de santé, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ces réalités. Les gens se disent, si c'est pour me dire, faut travailler plus longtemps, mais ça va se traduire par je vais être au chômage plus longtemps, comment voulez-vous créer du consensus? Comment voulez-vous que les gens adhèrent à ça? Évidemment. Sauf que c'est une réalité pour plein de gens. Une dévalorisation de l'âge d'une manière globale, et puis une dévalorisation du côté des entreprises. Alors quelle solution? Est-ce qu'il faut obliger les entreprises? Moi je ne sais pas, je vais jusque là. Alors moi je suis pas très culture du quota. Oui. Parce qu'après on va en faire une pour chacun, et le côté on se découpe chacun par tranche me dérange, mais c'est mon côté républicain, laïque et tout ce qu'on voudra qui est mal à l'aise avec ça. Voilà. Et puis je crois que ça va pas marcher parce qu'en tel endroit, c'est pas la même chose. Dans une entreprise où, par exemple, je sais pas, on va imaginer une start-up avec plein de passionnés d'informatique. Il est relativement logique qu'il y ait plutôt des gens jeunes. Et puis dans une autre entreprise, il y a aussi une logique à ce qu'il y ait des gens de tous les âges. Donc, en tout cas, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix, et la société n'a pas d'autre choix qu'essayer de ressembler justement à la société. Vous pouvez pas avoir une boîte où il y a que des jeunes, alors que la société est faite en partie de gens plus âgés. Donc, il faut aussi arriver à représenter cela. Après, comment on fait? Je reviens à mes histoires. Prévention, accompagnement tout au long de la vie. Mais la prévention, c'est la question de la santé. Oui. Je vous parlais de la journée complémentaire. La question de la santé, mais c'est la question des diplômes. Oui, mais il y a je suis plus prof, de médecins du travail, je suis à l'INSEE, j'ai un master. J'ai une partie des candidats, alors c'est un master, c'est pour diriger les établissements de santé, plutôt bac plus 5, ainsi de suite. Mais j'ai à peu près un tiers des candidats qui ont dépassé 40, 50, 55 ans, parfois. C'est-à-dire que c'est aussi le droit de pouvoir continuer à se former jusqu'au dernier jour. Vous pouvez pas demander aux gens de travailler plus longtemps et en même temps de pas les former, par exemple. Donc c'est ça, c'est changer de regard, agir sur la prévention en santé, mais aussi la prévention, par exemple, en diplôme, en formation, diplôme ou pas diplôme. Voilà. Et puis, troisième élément, c'est comment aussi on réorganise les choses. Par exemple, je vous parlais de retraite à la carte. Partir peut-être progressivement, changer de rythme, ainsi de suite. Il y a plein de choses à inventer autour de cela. Et on est encore une fois, on s'arc-boute sur une histoire d'âge. Je suis d'accord. Et donc, on est sur un fétichisme, fétiche de la marchandise marxiste. Ben là, c'est le fétichisme du chiffre de la retraite. Essayons d'avoir une vision beaucoup plus évolutive, beaucoup plus évoluée. Bon, alors, on va prendre une dernière intervention de Valérie très vite, parce que Valérie a une interrogation que je comprends très bien. Valérie, vous êtes à Laval, en Mayenne. Bonjour, Valérie. Bonjour, Monsieur Bourdin, et bonjour à vos interlocuteurs. Vous êtes auto-entrepreneur, Valérie. Oui. Et vous vous inquiétez, évidemment, vous, auto-entrepreneur. Exactement, en fait, le profil d'entrepreneur, c'est très récent. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de cap et changé de voie professionnelle, sont parties du privé, du public, ont 20 ans de carrière en moyenne, je parle d'une tendance, et maintenant se mettent en activité d'auto-entrepreneur. Et le problème de ce métier, c'est qu'on a un minimum de chiffre d'affaires à effectuer. Donc on est plafonné à peu près à 34 400 € par an, ce qui fait, si on ramène ça à net, si on travaille à 100%, on peut se faire 2 150 € par mois net plafonné. Là-dessus, en retirant, quand on retire 25% de charge sur les 34 400. Le problème, c'est qu'on est limité au niveau de la cotisation pour la retraite. C'est-à-dire pour valider des trimestres, il suffit à 1 € près et on ne valide pas un trimestre. Et là, il y a un gros souci qui va arriver, c'est que déjà, c'est dur de valider un trimestre. Déjà, d'arriver à 2 280 € quand on débute, c'est très très dur. Donc, la validation de trimestre à terme, je pense qu'il faudrait prendre en compte toute la carrière de l'auto-entrepreneur, tous les chiffres d'affaires qu'il aura déclarés à l'URSSAF et prendre ce total pour valider les retraites et pas que sur une année civile. Parce que vous allez perdre des gens qui... Évidemment. Alors Valérie, j'ai bien compris votre souci. Marie Lebec, voilà un amendement que vous pourriez porter, qui sera, je l'espère, porté à l'Assemblée. Non, c'est un bon amendement, non, Serge Guérin? En tout cas, prendre en compte qu'il y a des gens en micro-entreprise qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui ont finalement beaucoup moins de droits. Alors après, si elles dépassent le quota, faut se transformer en entreprise, ce qui crée encore d'autres difficultés. Ça va être intéressant. Mais c'est tout à fait intéressant. Et effectivement, je ne crois pas qu'il faille s'arc-bouter sur la question de l'âge ou du montant.
c'est des questions importantes pour nos concitoyens. Ça concerne une majorité de nos concitoyens, mais l'intérêt aussi de cette réforme, c'est de réussir à mettre en place des modulations qui soient justes et qui permettent de s'adapter à ce que Valérie disait, des gens qui ont des carrières qui sont extrêmement différentes de celles qu'on a connues. On a battu un système de retraite sur une logique de linéarité de carrière. Vous étiez salarié, vous rentriez à 25 ans dans une entreprise, vous en sortiez à 60 ans et votre carrière était facile à reconstituer. C'est un exemple, il y a d'autres types de professions. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans la réforme des retraites, au-delà de cette question de l'âge, qui est importante parce que le rôle du politique aussi, c'est de fixer le cadre général dans lequel ça s'applique, mais c'est toutes ces spécificités de nos concitoyens qui ont des carrières qui sont extrêmement différentes. Marie Lebec, nous verrons si la réforme a cette ambition-là. Pour l'instant, on ne sait pas. On attendra, mais nous serons attentifs. Je peux vous le dire. Parce que si faire une réforme de retraite uniquement pour des questions d'argent ou des questions qui ne sont pas essentielles, tout le monde en est d'accord, ou pour une question d'âge, bah, c'est pas la solution. Moi, je suis bête et méchant et la question d'âge et des montants, c'est quand même important. Les Français, ils veulent savoir à quelle date ils vont pouvoir partir à la retraite et avec quel montant. Et quand même, Valérie, ce qu'elle va devoir faire, malheureusement, mais elle, comme beaucoup de travailleurs, c'est d'aller vers le privé. C'est d'aller vers des assurances. Parce que si nous, on comprend pas tous ces usines à gaz, BlackRock et compagnie, eux, ils savent très bien où est-ce que ça va être mené, cette histoire-là. C'est même d'ailleurs bien eux qui demandent et qui commandent au gouvernement cette réforme-là. Donc on va se retrouver encore une fois dans un affrontement c'est toujours la même chose, entre un antagonisme qui est fondamental, le capital et le travail, et la CGT, elle prendra toute sa part en janvier, on appellera à la mobilisation et à la grève. Ça on sait. Merci à vous, merci. Marie Lebec, merci Serge Guérin, c'était passionnant évidemment. On n'a pas fait le tour du problème dans son entièreté, mais pas mal. Allez, merci, 11h57 Sud Radio.